Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Votre matinale hyper vitaminée s'installe sur votre antenne préférée RTI 1. Merci encore de votre fidélité. J'espère que vous avez passé une nuit agréable et que la journée d'aujourd'hui s'annonce exceptionnelle. Et oui, il faut toujours avoir la pêche, de l'énergie positive et surtout beaucoup d'enthousiasme pour apprécier et surtout accueillir toutes les bonnes choses qui, grâce à Dieu, vous arriveront aujourd'hui. Bonjour encore, bonjour Marco. Bonjour à vous, ça va bien? Super. Vous êtes ravissante, hein, sans boucle d'oreille, c'est la première fois. Oui, je vais les mettre tout à l'heure. Ah bon? Oh là là, on va faire la grève pour tester, pour que vous soyez comme ça. Merci à Eva, merci à vous, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce 20 juin. C'est la veille de la fête de la musique. Vous le savez, comme toutes les années, le 21 juin. Et bien, parlant justement de musique, la mélodie de ce deuxième rendez-vous de la semaine va s'articuler autour des points suivants. Sécurité et monde connecté, ce sera dans quelques minutes seulement avec notre spécialiste Lansina Ouattara qui nous parlera de ce sujet-là dans le volet techno. Et puis, nos commentaires, reportages vont saupoudrer tant soit peu le menu concocté par Soro Félicité qui réalise cette émission, sans oublier la revue de presse avant ou après le journal. Ça va dépendre un peu de l'intensité du conducteur que nous avons aujourd'hui. Et puis, les mardis également, il y a éducation. Nous allons rester dans le giron de la préparation, de l'appréhension des différents examens qui, vous le savez, rythment cette fin d'année. Sans oublier le droit, le point focal de ces rendez-vous du mardi qui nous parlera bien sûr des problèmes de logement. Nous aurons le grand plaisir de re-rencontrer Madame la présidente de la Chambre immobilière, Madame Abané, qui nous expliquera un peu tout ce qu'on doit faire et surtout les recours par rapport aux problèmes de logement. Voilà. Tout est dit, il ne reste plus que la mélodie de la titrologie. C'est tout de suite avec Miss Fatim DJ. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors de quoi parle la presse nationale? Que disent vos journaux en ce mardi 20 juin 2017? Eh bien je vous propose de le voir immédiatement et c'est Fraternité Matin qui ouvre ce bal des unes. On y retrouve le ministre Bruno Koné qui affirme au sujet de l'économie numérique que le secteur entraîne l'éclosion de nouveaux métiers. Le journal propose aussi un reportage sur Lakota, une ville transformée, nous dit la couverture. Un duel maintenant s'affrontant une de l'intelligent d'Abidjan. Mesmin Komoué affirme que Soro Mamadou est inéligible, à quoi l'intéressé répond « Je suis éligible et bien candidat à la présidence de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de la Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire. » Le quotidien propose aussi une interview exclusive de Rib Gobert Song. C'est donc à découvrir dans le journal du jour. La crise post-électorale s'invite en une de l'Expression qui titre « Un militaire fait des révélations sur le 3 mars 2011 », un témoignage qui enfonce les forces pro-Gbagbo. Autre sujet, un imam vous explique les mérites de la nuit du destin qui approche. Soir Info s'intéresse à la présidentielle de 2020 et titre « Le PDCI totalement déterminé à balayer le RDR » après la sortie du président Bédié. Et on apprend que des familles dorment à la belle étoile suite au déguerpissement à Vridi. L'interview du président Henri Konan Bédié, dont je vous ai fait part ici même hier, en une de l'Inter, qui fait donc réagir. L'Inter nous parle d'une grosse colère dans le camp Soro, tandis que Jean-Luc Billon affirme que le PDCI ne coupe l'herbe sous le pied à personne, nous dit-il. Nord-Sud nous apprend que le domicile d'un proche du shérif Ousmane a été perquisitionné hier au sujet de la cache d'armes à Boaké. Et on apprend qu'un commerçant meurt étouffé dans l'incendie du marché d'Adjamé, Broma-Côté. On continue avec notre voix, cette fois-ci, qui s'intéresse au procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, qui est titre « Le juge se fâche contre le procureur ». Et au sujet des violences sur les femmes, on apprend que 1384 cas de viol ont été enregistrés. Et on imagine bien évidemment, malheureusement, qu'il y en a bien plus. Et on finit avec le mensuel Diaspora News qui propose le portrait de Sibeth Ndiaye qui est passé de l'ombre à la lumière. Un portrait que je vous ai déjà dépeint ici même la semaine dernière. Et une interview de Marie Biti, DG de MTM Moni Côte d'Ivoire. Et décidément, cette une n'apparaît jamais quand il le faut. Allez, la revue de presse dans tous les sens, ce sera tout à l'heure. Elle sera culturelle et pleine d'émotions, vous le verrez. Les articles apparaîtront en temps et en heure, on vous le promet. On rappelle, rappelle que Félicité Soro
est à la réalisation de cette émission. On est en votre compagnie jusqu'à 7h30. Ce matin, il a plu sur la ville d'Abidjan. Il faisait frais, il fait toujours frais d'ailleurs. Et j'imagine que vous êtes bien chez vous, bien dans vos lits, sous la couette, en train de regarder Matin Bonheur. J'imagine le plaisir. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour nous également d'être là. Ne vous inquiétez pas. Après votre grasse matinée, en tout cas si vous en faites une, il sera temps de faire du sport et ce sera l'affaire du coach Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de gym. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour aujourd'hui une séance où nous allons travailler nos triceps et nos épaules. Pour ce faire, je suis accompagné de Jérémy. Alors j'espère que chez vous, vous êtes prêts. Prenez juste des bouteilles d'eau ou de sable et le tour est joué. Top, on part directement pour les étirements. Allez, on attrape l'omoplate pour bien étirer le triceps. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4. Allez, l'autre bras. 1, 2, 3, 4. On relâche au niveau des épaules. Là, 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Allez, Jérémy, on part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on prend tous nos haltères. Alors, le premier mouvement, les quickbacks. On fléchit légèrement les jambes, ok. On ramène les haltères pratiquement au niveau des épaules et on tend les bras derrière. 1, 2, voici ce que ça donne lorsqu'on part de profil. Là, 1, 2, il faudrait que le dos soit bien droit. 3, 4, ok. Alors, Jérémy, on part non-stop pour travailler le triceps et les épaules. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, collez les coudes au corps. 4, 5, 6, 7. Ne balancez pas les bras, laissez les bras travailler. 9 et 10. Allez, on repart encore derrière. Cette fois-ci, on tourne simplement les paumes vers l'arrière et on monte là. 1, 2, ok. Allez, top, c'est parti, Jérémy. Go. 1, 2, les bras restent tendus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on revient encore kickbacks. Top, c'est parti. 1, 2, on s'incline un peu vers l'avant. 3, 4, les genoux un peu fléchis. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on tourne les paumes. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on continue avec les épaules directement. On part là. On ouvre les bras en angle droit. Et les bras se touchent en haut, là, pour ne pas dire les haltères. Et on revient là, totalement, carrément, les coudes viennent toucher les flancs. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, super. 6, descendez bien bas. 7, 8, 9 et 10, super. Allez, on reste là, on ferme. 1, 2, 3, faites tout pour que les coudes se touchent. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, allez, on descend les bras. Ok, on va faire des élévations latérales. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on part tout droit devant. Top, c'est parti. 1, 2, 3, courage. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, de face et de côté. Là. 1, 2, ok. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, on n'en fait que 10. 4, 5, super. 6, 7, 8, 9 et 10, super. Allez,
On s'incline encore vers l'avant légèrement. On repart, quick backs. 1, on finit avec. 2, 3, ne balance pas les bras, Jérémy. 4, garde les bras collés au corps. 5, incline-toi un peu vers l'avant. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on tourne les paumes. On monte derrière une dernière fois. Go. 1, 2, 3. Les bras restent bien tendus. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on dépose les haltères. Super. Bravo à vous. J'espère que vous avez aimé cette petite séance consacrée aux triceps et aux épaules. Répétez ces mouvements chez vous. Si vous voulez perdre du gras au niveau du triceps ou au niveau du dos des épaules, ce sont des mouvements qui sont très efficaces. Merci à Jérémy. Bonne journée. Allez, à demain. Ciao. Allez, à demain, coach Fabio. Merci également à celui qui vous accompagne et qui permet donc à tous nos téléspectateurs de se réveiller franchement du bon pied avec ces mouvements qui régulent un peu la tension artérielle, favorisent la bonne circulation du sang. C'est toujours bien de commencer, même dans vos escaliers, hein, par la marche, tout ça. Ça fait du bien, Eva. Ça fait du bien. Exactement. Donc, préférez les escaliers aux ascenseurs. Hein. Ça paraît peu dans une journée, mais si vous êtes habitué à le faire, ça travaille le cardio. La Côte d'Ivoire s'apprête, mesdames et messieurs, vous le savez, à accueillir un des événements les plus phares du monde francophone, les 8e Jeux de la francophonie. Et nous sommes à J-30, avec bien sûr toute la nomenclature francophone qui va se déplacer ici à Abidjan. On aura des jeux, on aura vraiment tout ce qu'il faut pour montrer la chaleur et l'hospitalité ivoirienne. N'oubliez pas que dans 30 jours, précisément le 21 du mois prochain, nous serons vraiment dans la frénésie de la francophonie. Merci également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier, à M. Kwa Gérard, donc, qui vient d'arriver de Paris, de Cergy-Pontoise, que nous saluons. Merci également à tous ces fidèles téléspectateurs de Matin Bonheur, qu'on peut trouver également à La Havane, c'est à Cuba, monsieur et madame Sidibé. À très bientôt. Allez, nous allons aller maintenant dans un autre grand pays de l'Afrique francophone, le Sénégal, précisément à Dakar, où nous allons parler des outils numériques, ou du moins, comment ces outils sont utilisés dans le milieu commercial. C'est parti. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariem Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebee, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail, ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes, et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebee et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles. Voilà, Walou, il fait son entrée. Bonjour. Il a été précédé par cet élément, bien sûr, techno, hein, vous le savez, sur Matin Bonheur. On ne fait rien de façon hasardeuse. C'était donc pour introduire la chronique techno avec la Sina Ouattara. Bonjour. Bonjour, avec qui on parlera de sécurité dans un monde connecté. Jingle. Monsieur Techno, bonjour, bienvenue. Allez, aujourd'hui le thème est assez, comme tous les thèmes que vous abordez chaque fois, assez intéressant. On va parler de monde connecté et sécurité. Mon Dieu, c'est un couple qui est condamné à vivre ensemble. Tout à fait. Dans un monde où tout est connecté, on estime qu'environ d'ici 2020,
c'est 4 milliards de personnes qui seront connectées donc, à Internet, etc. Wow. Avec donc des appareils de tout genre, des ordinateurs, des mobiles et tout cela. Donc la sécurité devient un élément essentiel. Pourquoi essentiel? Parce que le monde virtuel et le monde réel donc, tendent à se confondre. Donc on ne parle même plus de cybersécurité, on parle plutôt de sécurité de façon plus simple. Les spécialistes d'ailleurs, les experts donc en informatique, vous parlent plus d'informatique sécurisée. Voilà, à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a quelques 2 semaines, on a assisté donc à une attaque massive, justement, qui ont touché 150 pays. C'était près de 300 000 ordinateurs à travers le monde qui ont fait que finalement, donc, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, donc tout s'est pratiquement arrêté. Et donc, c'est plus que jamais donc, un sujet d'actualité. On vous montre simplement donc, ce que c'est en fait aujourd'hui, donc les enjeux et le logiciel justement donc, qui a été utilisé pour pirater en fait, les différents comptes. Internautes. Sorte de hold-up sur Internet, le ransomware bloque l'accès aux données contenues dans l'ordinateur de la victime en cryptant les fichiers présents sur le disque dur et même les disques externes et clés USB s'ils sont connectés à l'ordinateur au moment de l'attaque. Les pirates établissent une procédure de paiement de rançon expliquant comment récupérer la clé de déchiffrement. Sans cette clé, les fichiers resteront illisibles. Le paiement de la rançon s'effectue généralement en bitcoin, monnaie intraçable. Cela permet aux pirates de rester introuvables et anonymes. En février 2016, un hôpital de Los Angeles a ainsi payé 17 000 $ en bitcoins à des hackers qui avaient pris le contrôle de ses ordinateurs pendant plus d'1 semaine. Le ransomware pénètre généralement dans un ordinateur à l'ouverture d'une pièce jointe infectée ou quand un utilisateur clique sur un lien hypertexte douteux dans un email ou en naviguant sur un site piraté. Pour se protéger d'un ransomware comme de tout autre malware, il est conseillé de faire preuve de vigilance en ouvrant les pièces jointes des emails et des liens hypertextes, d'éviter les sites internet douteux, de ne jamais donner des informations personnelles et financières à un site dont la sécurité est douteuse ou à une personne inconnue sans vérifier son identité, d'utiliser des pare-feux et mettre à jour ses antivirus, de choisir des mots de passe longs et difficiles à deviner, une phrase que l'on peut retenir facilement par exemple, de sauvegarder des données importantes sur des supports externes qui doivent rester déconnectés de l'ordinateur. Alors, l'élément explique bien le processus, mais les questions qui viennent, c'est comment avec tous les antivirus qu'on peut avoir, des plus sophistiqués aux plus basiques, ou l'inverse, comment est-ce qu'on n'arrive pas à se prémunir de ce genre d'attaque de grande envergure? Alors, aujourd'hui, on va dire que la cybercriminalité et on va dire le cyberespace, c'est une question d'intelligence. On est aujourd'hui donc dans un monde, on va dire, de partage de connaissances, etc. Pendant que vous avez des gens, des entreprises, des individus donc, qui réfléchissent à ce que donc, on ait un environnement plus sécurisé, vous avez des gens qui développent justement donc l'insécurité en fait dans le cyberespace. C'est-à-dire que vous avez une économie qui est en fait parallèle à cela. Parce que ce qui s'est passé par exemple dans les 150 pays pratiquement, qui a fait que tous les systèmes se sont arrêtés, c'est que vous avez des gens qui en fait rançonnent à partir de logiciels qu'ils mettent et rançonnent et disent par exemple de payer $1 million, 15 millions de dollars, etc., pour eux éventuellement donc s'enrichir. Donc aujourd'hui, on va dire il y a une économie en fait de l'insécurité et puis vous avez donc une économie de la sécurité donc informatique, ce qui fait que du coup les deux cohabitent et ça c'est pas toujours évident réellement donc à gérer. Vous avez des gens par exemple aujourd'hui qui réfléchissent à comment est-ce que donc on gagne de l'argent de façon honnête, etc. Et vous avez des gens qui eux sont de l'autre côté et qui vous font en fait la guerre. On parle même quelquefois un peu de cyberterrorisme et tout cela. Ça dénote quand même mine de rien quand on prend ça un peu sur le volet philosophique. De la fragilité de l'évolution quand même. Parce que, voilà, tout ça, c'est pour que le monde soit sûr à la base. Tout à fait. Tout ça, c'est ça. Et finalement, on court vers science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Alors, effectivement, aujourd'hui, je pense que dans tout notre développement, depuis la révolution industrielle jusqu'à maintenant, on va toujours assister donc à des gens, quelquefois, qui exploitent en fait la science ou alors la technologie, on va dire, dans le côté obscur. Je pense qu'à un certain moment en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on avait? C'était juste les cybercriminels, les brouteurs. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec les lois, c'est pour cela que vous allez voir que de plus en plus dans le monde, c'est que les lois sont de plus en plus dures pour lutter justement contre ces fléaux-là. Voilà. Et vous avez foi en l'avenir par rapport au fait que tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde, la puissance de connexion des États-Unis qui contraste avec, avec d'autres pays. Est-ce qu'il ne faut pas une certaine uniformisation pour mieux travailler? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un dénivellement qui ne favorise pas la sécurité.
Tout à fait. Avec tout ce qu'on a connu aujourd'hui comme histoire de piraterie à haute échelle et de façon massive, c'est que les pays de plus en plus sont en train de s'unir et avoir, on va dire, normaliser en fait la lutte et également donc la riposte, de sorte à ce que aujourd'hui, quand vous êtes aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire ou même au Bangladesh, dans tous ces pays-là, c'est que vous ayez des normes de sécurité qui soient des normes de sécurité universelles. Mais en matière d'informatique, c'est que quand vous avez en fait tout uniformisé, après vous devenez aussi fragile. Donc, ce n'est pas toujours évident. La riposte, c'est qu'elle doit pouvoir se faire, mais quelquefois avec l'aide de, par exemple, ceux qui sont des spécialistes au plus haut niveau, au plus pointu. En général, donc, c'est les États-Unis, le Japon, les pays les plus donc, avancés. Est-ce que vous pensez que des pays africains comme la Côte d'Ivoire pourraient être victimes de ce genre de hackers? Aucun pays, en fait, aujourd'hui dans le monde n'est épargné. Il n'y a pas de... Non, je ne parle pas en matière de sécurité, je pense en matière d'intelligence, justement, et d'intelligence. Voilà. Est-ce qu'on pourrait être victime de hackers ivoiriens qui utiliseraient ce système? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on pourrait... aujourd'hui, tout est possible. En fait, il n'y a pas un pays en fait, qui est épargné. Même des jeunes Ivoiriens sont capables en fait, d'agir dans ce sens-là. Mais ce qui est bien, c'est que nous, en Côte d'Ivoire, on a déjà pris les dispositions. Aujourd'hui, donc, on a une loi sur la protection des données à caractère personnel. Il y a une loi donc, sur la lutte contre la cybercriminalité. Et ensuite, on a une loi sur le e-commerce. En fait, cet ensemble de dispositifs, on va dire réglementaires, permet aujourd'hui à ce que non seulement nos transactions sur Internet donc, soient plus sécurisés, mais non seulement ceux qui essaient quelquefois donc d'utiliser soit à mauvais escient en fait la technologie donc pour nuire aux autres, donc soit également donc on va dire punis, tout à fait. Et je pense de plus en plus, il y a 5 ans derrière, la Côte d'Ivoire était en fait un pays blacklisté sur l'ensemble d'un certain nombre de plateformes. Aujourd'hui, petit à petit, c'est en train de s'ouvrir. Les autorités ont rencontré donc beaucoup de structures à l'international. Nous-mêmes, on a eu la chance justement donc d'être au FCC. C'était le Federal Communication Commission aux États-Unis qui nous a expliqué éventuellement que les autorités avaient fait beaucoup d'efforts. Et c'est pour cela que de plus en plus, donc la Côte d'Ivoire est en train de prendre en fait sa place dans, on va dire, l'un des pays qui utilise de plus en plus donc, la technologie, mais non seulement dans un sens tout à fait positif. Il faut saluer également hein, la cyberpolice ivoirienne qui est très active. Hein. Franchement, il faut leur donner encore plus de moyens pour vraiment travailler à ce que la navigation, la connexion soit fiable. Et puis également revenir sur un pays qui est régulièrement cité donc en exemple au niveau de sa connexion et de sa sécurité du web, c'est le Rwanda. Tout à fait. Le Rwanda reste un pays aujourd'hui donc qui est une référence en Afrique. Et pourquoi le Rwanda? Tout simplement parce que c'est une volonté politique forte affichée donc, par le président de la République. Et quand j'ai dit la semaine dernière, c'est que le président Paul Kagame est celui qui utilise aujourd'hui de plus en plus et de façon plus concrète et plus, on va dire, sincère les réseaux sociaux, non seulement dans l'engagement avec les populations, mais également il sait que c'est un outil donc, de communication qui est moderne et qui permet en fait d'être en contact avec les autres. Et donc il n'hésite pas sur les moyens. Quand il inaugure des universités, ça va toujours avec un volet donc technologie, de développement. Là, je peux vous dire par exemple que le pays est passé donc à la TNT. Très rapidement, avant beaucoup de pays, on dit souvent que c'est parce que le pays est petit. C'est vrai que le pays est petit, mais il y a des pays qui sont plus petits quelquefois que le Rwanda, qui n'a pas encore fait. Ça veut dire éventuellement la volonté donc, politique affichée quelquefois, est-ce qui détermine en fait, si vous voulez, votre avenir dans pratiquement tous les domaines et celui de la technologie. On vous remercie. Merci d'être venu éclairer nos lanternes et nos ordinateurs également. Oui. Vous allez rester sur ce plateau. Et Eva, vous avez mangé encore? Pas encore, honnêtement, j'ai très faim. J'espère que vous ne gaspillez pas la nourriture. Ah non. Ok, vous avez quelque chose à nous proposer alors? Oui, un reportage qui va nous emmener dans les coulisses du gaspillage alimentaire à éviter absolument. Chaque année, le monde gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture. De quoi alimenter les continents africains, européens et américains réunis pendant un an. Les pertes alimentaires représentent au total près de 100 milliards de dollars. Dans les poubelles, on trouve beaucoup de fruits et légumes, des racines et tubercules, du poisson ou encore des céréales, des œufs ou du lait. Pour la préparation de ces aliments, 250 km3 d'eau sont également gaspillés, de quoi remplir 3 fois le lac Léman. Le phénomène varie selon les régions. Dans les pays en développement, la perte des denrées survient principalement au stade de la production et du stockage. Au contraire, dans les pays riches, le gaspillage est nettement plus important lors de la distribution et de la consommation. Face à ce risque, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Elles conseillent aux producteurs de coopérer pour éviter la surproduction, d'installer plus d'infrastructures de stockage et d'envisager la vente directe au public pour éviter les normes des supermarchés. Du côté des consommateurs, ils sont invités à réduire les quantités d'achat et à opter pour le recyclage.
D'autres proposent d'oser la mode du doggy bag, déjà très populaire dans de nombreux pays. Voilà, attention, ne faites pas ça chez vous, ne gaspillez pas la nourriture. Franchement, voilà, ne faites pas comme certaines personnes qui ont beaucoup de nourriture non entamée dans leur frigo et après qui mettent ça dans la poubelle. Suivez mon regard. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. C'est vrai que quelquefois, on a tendance à se servir en grande quantité. On commence à manger et puis on n'a plus faim. Du coup, on hésite, est-ce que je range, est-ce que je vais remanger plus tard? Et puis, on a tendance à gaspiller à petite échelle. Sur le long terme, ça fait beaucoup quand même. Donc, faut penser... il y a des gens, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des gens que je connais qui aiment avoir beaucoup de nourriture en face d'elles. Même si c'est seulement pour grignoter. Exactement. La table est garnie. Pour leur donner l'appétit, ils ont tendance à vouloir avoir beaucoup à manger. Faut penser, même quand on ne finit pas les plats, il faut penser à ceux qui n'ont rien. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues qui, notamment, qui manquent de la nourriture. On peut faire des doggy bags, comme ils l'ont dit, des petits sacs de nourriture et puis les distribuer tout simplement. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces belles pépites au niveau du reportage, et maintenant, bien sûr, de la rédaction en chef. Aujourd'hui, nous sommes, vous le savez, le 20 juin 2017. La météo est très pluvieuse. Déjà, dans ce studio, on peut entendre déjà donc, des salves de grêle, de pluie sur toutes les principales poches climatiques de notre commune Cocody et même d'Abidjan. Et pourquoi pas l'intérieur du pays, notamment dans la zone montagneuse. C'est la journée mondiale des réfugiés, comme tous les 20 juin. Et oui, et cette journée se déroule le 20 juin, donc, et le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, célèbre la force, le courage et la persévérance de millions de réfugiés. Cette année, la journée mondiale du réfugié sera également l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. En signant la pétition #avec les réfugiés, les populations du monde entier peuvent appeler les gouvernements à travailler conjointement et contribuer équitablement pour venir en aide aux réfugiés. On a une pensée pour toutes ces personnes qui ne sont pas dans leur pays, qui souffrent franchement des affres de la distance par rapport à leur terre d'origine. Et ce n'est pas évident. Mais qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a longtemps accueilli des milliers de réfugiés au plus fort des conflits dans les pays limitrophes ou ailleurs. Ces derniers sont pour la plupart originaires du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria ou encore de la Libye. Aujourd'hui, ils sont encore 2000 encore présents sur le sol ivoirien dans l'attente de conditions favorables à un retour dans leur pays d'origine. Eh oui, on souhaite très bonne fête à tous les Silver. Oui, là on fait un décalage. Il ne s'agit plus maintenant de réfugiés. Il est avec nous ici tous les vendredis. C'est André Silver Conan. Et en ce jour évocatif de tous les Silver, on aimerait lui adresser donc une salutation et lui faire un gros bisou à André Silver Conan. Il n'a pas sa plume dans sa poche, on dira. Il secoue les réseaux sociaux, notamment par ses écrits. Il a un blog d'ailleurs que vous pouvez visiter. Il aborde tous les pans de la politique ivoirienne avec son regard acerbe et puis assez d'ironie. Donc, vous le retrouvez tous les vendredis ici pour l'édito dans Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, c'est le 20 juin, bien sûr. C'est l'anniversaire d'un artiste, Eva. Je vais vous faire... écouter quelque chose, j'aime bien. Et vous savez aussi, Marco, que vous vous souvenez de RTI Musique à l'époque, on a démarré le 20 juin 2005. Ah oui. 12 ans déjà. Coucou à tous mes compagnons d'aventure, Christelle Kassi, Mohamed Kanté, Naomi Amoussou, Guy Serge Kadio également et Gilda Salomé. On les salue, on leur fait de gros bisous. Alors, c'est l'anniversaire de Mr. Lionel Richie. Yeah. Avec cette chanson que vous entendez forcément en fond sonore, Lionel Richie, Hello. C'est une chanson culte. Nos parents, nos grands-parents se sont dit je t'aime sur ces belles mélodies de cet artiste-là. Ouais. Dans les booms à l'époque, ils étaient mouks les uns des autres. Ça, c'est des anciens mots, ça. Joyeux anniversaire, Mr. Lionel Richie. Happy birthday. Si, en tout cas, il nous regarde, on ne sait jamais. C'est que nous sommes très... jamais. Une façon de vous dire hello, salut, merci d'être avec nous un matin bonheur. Dans quelques instants seulement, la météo et le journal avec Maïs Sako qui adore, qui aime beaucoup également Lionel Richie. Enfin, à tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
Sous l'égide du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la Comnat ALPC, en collaboration avec la Fondation Sirenti et Razala OCI, organise, avec le soutien financier du Japon à travers le PNUD, la conférence sous-régionale de synergie entre les Comnat et la société civile sur le contrôle des ALPC et le genre dans l'espace CEDEAO, les 20, 21 et 22 juin 2017 à Azalaï Hôtel d'Abidjan. Ensemble, luttons contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Une matinée nuageuse surplombera les régions allant des côtes jusqu'à la limite centrale. Des pluies viendront perturber cette accalmie matinale dans ces régions. Plus au nord, le soleil sera au rendez-vous avec de nombreux cumulus dans le ciel. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, Adiaké marquera 24, il fera 24 degrés à Bondoukou, Boaké 25 degrés, Daloa 24 degrés, Dimbokro marquera 25, il fera 25 degrés à Gagnoa, le mercure affichera 23 à Korogo, 24 degrés sur la ville de Mans, 23 au Diené, San Pedro 25 degrés, Sassondra 25 degrés, Tabou 24 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, l'instabilité dans laquelle baignent les régions du littoral et du sud forestier pourrait entraîner des formations orageuses par endroits. Ces pluies pourraient être modérées, voire fortes. Le nord connaîtra des passages de cellules orageuses accompagnées de nombreuses rafales de vent. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 29 degrés à Abidjan, Adiaké 28 degrés, 32 degrés à Bondoukou, Boaké 31 degrés également à Daloa, Dimbokro 33 degrés, Gagnoa 31 degrés, Korogo 33 degrés, 30 degrés sur la ville de Mans, Odiéné marquera 31 degrés, San Pedro 30 degrés, Sassondra 29 degrés, il fera 29 degrés à Tabou et Yamoussoukro 30 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Il n'y a point d'âge pour réussir un examen scolaire. Monique, une Ivoirienne de 60 ans, peut le confirmer. À cet âge, elle vient d'obtenir son certificat d'études primaires élémentaires CPE. Après avoir suivi des cours du soir, elle s'est présentée en candidate libre. Elle est déclarée admise à la session 2017. Monique, un exemple de persévérance, est un sujet de Godefroy Okambawa et Herman Guivi. Il y a quelques jours, dans une école primaire, une candidate du 3e âge prenait part aux épreuves écrites du CEP, l'entrée en 6e. J'ai fait cours de soir ici, venu composer aujourd'hui pour avoir aussi mon CP. J'ai reçu aussi comme mes amis. C'est pour cela que je suis là ce matin. Et je vais aller jusqu'au bout. Monique a eu raison d'y croire jusqu'au bout. Le succès est au bout de l'effort. La soixantaine révolue, Monique fait désormais partie des détenteurs du certificat d'études primaires élémentaires. Vous avez eu combien? J'ai eu 91 points. Félicitations. Comme une gamine qui vient de croiser le chemin du succès, elle court se jeter dans les bras de sa petite fille. Je me rapporte rapidement. J'ai eu mon CP. Dieu merci, grand Dieu merci. J'ai eu mon CP. Pour Monique, rien de tout cela n'aurait été possible sans un soutien spirituel. Remise de ses émotions, son premier réflexe, dire ses prières. Le grand Dieu, je dis merci.
Soutien spirituel certes, mais également persévérance de Monique, car la sexagénaire suivait des cours du soir dans un club UNESCO. Elle est avec nous depuis, ça fait déjà 3 ans déjà. Donc elle a fait le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 cette année, qui est la phase post-alphabétisation. Cette année, nous avons eu 21 candidats. Il y a seulement 2 qui ont été refusés. Aujourd'hui, si tu ne sais pas écrire, tu es perdu. Savoir écrire, lire là, c'est ça aujourd'hui qui est dans notre pays, qui avance tout le monde. Monique, un modèle de persévérance qui devra inspirer plus d'un citoyen, quel que soit son âge et ses capacités, à croire en ses chances de réussite aux examens. Un modèle qui cadre avec la politique du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Encourager l'école pour tous. Il pleut beaucoup ces derniers temps à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, une situation qui rend parfois la circulation difficile. Mais heureusement, la circulation a repris sur les différents axes menant à San Pedro. Grâce aux efforts du gouvernement, les camions longtemps stationnés du fait du pont qui s'est cassé peuvent désormais se rendre au port autonome de San Pedro pour y décharger leurs produits. Le préfet de région a procédé avant-hier dimanche, à l'ouverture de la voie de contournement sur l'axe San Pedro-Tabou. On fait le point avec Sam Conan et Hugues Hervé-Blé. Fini le calvaire pour ces camionneurs qui ont passé 6 jours stationnés ici du fait des dégâts de la pluie sur le pont. Une bretelle aménagée par le gouvernement permet de contourner le pont cassé et d'accéder à la ville de San Pedro. Dimanche, le préfet de région et les élus ont procédé à l'ouverture officielle à la circulation de cette voie de déviation. Nous voudrons ensemble, à cet instant précis, remercier le chef de l'État et son gouvernement pour avoir entendu promptement notre cri de cœur. Le ministre des Infrastructures nous a promis que dans les 48 heures, on pouvait nous livrer les travaux de déviation du pont de Bérébi. C'est chose faite. La circulation rétablie ne manque pas de faire des erreurs. Par la grâce de Dieu et du gouvernement, on a le situation on va rentrer en famille. Sur l'axe San Pedro-Soubré, les travaux ont lieu. L'initiative, en soutien aux actions du gouvernement et du député de la commune. Depuis donc le corridor de Bérébi jusqu'au rond-point de la gare qui était totalement dégradé, nous avons refait totalement les travaux. Nous pensons que c'est un soulagement total, un soulagement pour l'ouverture donc de la déviation et un soulagement pour la voie principale de San Pedro qui est totalement reprofilée et qui peut être utilisée sans aucune difficulté. Le début des travaux de réfection des ponts cassés, qui sera financé par le gouvernement, est prévu pour cette semaine. Au niveau de la côtière, l'eau s'est retirée de la chaussée. La circulation a aussi repris, même si la voie reste difficilement praticable. Et pendant ce temps, le gouvernement continue de mener des actions dans les zones inondées et à risque. L'État a déguerpi les habitants dans les zones à risque et a effectué des travaux dans les quartiers où les inondations font rage. Notre équipe de reportage a parcouru quelques sites où les actions du gouvernement ont été menées. Chris Dumondé, Franck Wadiou. Un espace vert dans un bas-fond long de plus de 300 mètres. Bien visible, une plantation de bananiers. Nous sommes sur l'ancien site à risque de Gobeli, quartier précaire dans la commune de Cocody. 2 ans en arrière, ce site était occupé par des habitations. Et pendant les saisons pluvieuses, de nombreux morts étaient enregistrés selon quelques habitants trouvés sur place, ceux vivant encore dans la partie située en amont, la partie jugée non dangereuse. Des populations de ces zones déguerpient donc par les autorités afin de préserver des vies. Action salutaire, car pour ces fortes pluies qui arrosent le district d'Abidjan depuis plusieurs semaines, aucun mort n'a été enregistré à Gobeli. L'État fait un bon pas. Ce n'est pas déguerpi l'espace aujourd'hui, en temps de 7 ans de pluie diluvienne, il y a plus que 40 à 50 morts. Toujours à Cocody, à la rivière A2, ici les eaux de ruissellement venant d'Abobo inondaient tout le quartier. Une situation causée par des travaux effectués par des particuliers bouchant ainsi le passage d'eau. Le problème est désormais un vieux souvenir, l'État ayant trouvé une solution durable. Avant, on avait des soucis d'inondation. À chaque saison des pluies, les maisons même sont inondées, à tel point même qu'on a eu déjà même à sauver même des personnes ici qui ont failli même se noyer. Au jour d'aujourd'hui, avec les travaux
qui ont été exécutés, on n'a plus ce problème-là. On dit merci au gouvernement, voilà, et que de continuer ainsi. Non loin de là, à la riviera Bonoumen, même constat. Les riverains ont retrouvé le sourire parce que le calvaire d'il y a 2 ans relève aujourd'hui du passé. Il faut remercier vraiment le gouvernement qui a fait vraiment un travail et qui a fourni des grands efforts. Aujourd'hui, grâce à eux, vraiment, tous les riverains vraiment dorment bien. Mais je pense qu'ici, à la riviera Bonoumen, sincèrement, le caniveau a réussi. De Cocody, rendons-nous sur un ancien site à risque bien connu, Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. De loin, on peut apprécier un relief accidenté, couvert de verdure, et de l'autre côté, un espace devenu un pâturage. Ici ont habité des populations aujourd'hui déguerpies, car chaque année, il y avait sur ce site, à chaque grande saison de pluie, morts et désolation causées par les éboulements. L'année dernière, ils ont cassé les maisons, bon, ils n'est plus venu. Même site là encore, ils sont pas taillés. Voilà, cette année, il n'y en a pas eu de dégâts. Des sites aujourd'hui préservés de tout risque, mais restent encore à travers le district d'Abidjan et même au-delà des zones critiques. Les autorités exhortent toujours les populations à libérer les emprises publiques ou encore les zones à risque afin d'éviter de nouveaux drames. Cette fois, il ne s'agit pas de drames causés par les pluies diluviennes, mais d'un tout autre sinistre. Le marché de Bromakoté, dans la commune d'Adjamé, a été ravagé par un incendie ce lundi matin aux environs de 7h30. Le bilan s'élève à 1 mort et d'importants dégâts matériels. Les causes de cet incendie restent encore indéterminées. Les enquêtes sont en cours pour élucider les origines de ce drame. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, mardi 20 juin 2017, la Journée mondiale du réfugié. Cet événement est l'occasion pour la communauté internationale non seulement de sensibiliser le grand public sur le sort des réfugiés, mais également de reconnaître la résilience et le courage de ces personnes dans un monde où la violence force chaque jour des centaines de familles à abandonner leur pays d'origine. Le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration en prélude à cette journée. On écoute le ministre Marcel Amontano dans cet élément de Michel Digri. La Côte d'Ivoire célébrera demain, mardi 20 juin 2017, la Journée mondiale du réfugié. En effet, la Côte d'Ivoire accueille aujourd'hui 1441 réfugiés de diverses nationalités. Au plan national, plus de 300 000 Ivoiriens ont quitté notre pays pendant la crise post-électorale qui a débuté fin 2010. Ce chiffre est passé à moins de 43 000 à ce jour. Nous constatons donc une baisse importante du nombre d'Ivoiriens réfugiés dans la sous-région et au-delà du fait de cette crise. Il convient de rappeler que la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence M. Alassane Ouattara en avril 2011. La croissance économique est à nouveau reluisante avec un taux annuel moyen de 9%. La situation sécuritaire s'améliore de jour en jour et engendre la confiance de la communauté internationale à l'égard de notre pays. Nous en voulons pour preuve la brillante élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies le 2 juin dernier pour la période 2018-2019. Du 1er au 8 juin 2017, la tournée du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, en Europe et aux États-Unis, dans le cadre du 3e Eurobond lancé par le gouvernement, a été couronné de succès. C'est le lieu pour moi de réitérer à nos frères et sœurs encore réfugiés à l'étranger l'appel du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à rentrer dans leur pays afin de prendre part à l'exaltante œuvre de réconciliation, de paix, de reconstruction et de relance économique. À ceux qui sont déjà rentrés et qui ont réussi à se réinsérer dans le tissu économique, social et professionnel avec l'aide de l'État, le gouvernement voudrait leur renouveler sa solidarité et les remercier de leur contribution au processus de réconciliation nationale. Enfin, le gouvernement voudrait, une fois encore, appeler la communauté internationale à continuer d'apporter son appui inestimable à la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses actions en faveur des personnes vulnérables et des apatrides vivant sur notre territoire.
Dans l'actualité judiciaire, la Cour d'appel a ouvert hier la première session de la Cour d'assises d'Abidjan au Palais de la Justice au Plateau. Au cours de cette première session, 5 affaires seront jugées, dont celle de l'ancien ministre Assoa Adou, prévue le 24 juillet prochain. Issa Tchonanyeo. La première session de la Cour d'assises d'Abidjan, ouverte au Plateau. Il s'agit au cours de ces assises de démontrer que le peuple a un rôle important à jouer à la justice en tant que juré. La cour d'assises, c'est une émanation du peuple. Donc la session d'ouverture permet d'informer le peuple que la cour est en train de siéger. Donc c'est l'intérêt, surtout pour l'installation des jurés qui viennent du peuple, des personnes, des hommes et des femmes qui viennent de la société. Quand la cour doit siéger, il faut informer ce peuple que certains de ses composants sont en train de participer au jugement des semblables. L'équité dans le jugement doit guider le président du tribunal dans la prise des décisions, recommande le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat est là pour défendre l'accusé, tout comme le procureur général ou l'avocat général est là pour l'accuser. De façon qu'il y ait un équilibre total, ce sont les exigences de l'état de droit que la Côte d'Ivoire a choisi, n'est-ce pas, de prendre pour modèle. Au total, 5 affaires concernant 30 personnes seront jugées au cours de ces assises, dont celle de l'ancien ministre Assoa Adou, membre du Front populaire ivoirien FPI, prévue le 24 juillet prochain. Sous d'autres cieux, le Conseil des droits de l'homme se penche aujourd'hui sur les violences dans le Grand Kasaï en République démocratique du Congo. Les discussions se tiendront autour de la question de la création d'une commission d'enquête internationale. À Rome, les groupes armés centrafricains se sont rassemblés avec des représentants des institutions de la République centrafricaine et la MONUSCA pour signer un accord en faveur de la paix. C'est une initiative de la communauté catholique Sainte Egidio. Et le journaliste français Stéphane Villeneuve, qui enquêtait pour l'émission de France 2 Envoyé spécial, est mort des suites de ses blessures après l'explosion d'une mine hier à Mossoul en Irak. 2 autres journalistes français ont été blessés et leur fixeur irakien a été tué dans cette explosion. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci, Maïsako. Merci à vous aussi. Nous allons passer à la seconde partie de l'émission. On vous rappelle que dans quelques instants, on aura donc la chronique éducation avec Laure Miliane. Il sera question d'affronter sereinement les épreuves le jour de l'examen. Et puis bien évidemment, la semaine dernière, nous étions en compagnie de Madame Abané Blanche, présidente de la Chambre immobilière. Vous avez été nombreux à poser des questions concernant donc l'immobilier et sa spécialité. Tous les problèmes n'ont pas pu être évoqués, elle n'a pas pu donner réponse à tout. Donc elle revient aujourd'hui, préparez-vous, elle sera à votre disposition pour l'heure. Fatim Djedje installée, vous avez eu droit à sa titrologie il y a quelques instants. Elle revient pour la revue de presse. C'est-à-dire dans Nord-Sud, qui a demandé à des militants de RDR de se prononcer sur la sortie du président Henri Konan Bédié relativement à l'alternance au sein du RHDP. Pour rappel, le leader du PDCI assure que le candidat unique de la coalition au pouvoir devrait être issu de sa formation politique. On a un secrétaire de section du RDR à Gagnoa qui répond que s'il y a un candidat qui doit sortir des rangs du PDCI, il faudrait que ce soit le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Un autre affirme, je le cite, « Nous ne partageons pas l'idée du PDCI, on ne peut donc pas soutenir la candidature d'un de ses cadres. » À la même question, une troisième personne répond, « C'est un peu trop prématuré, la présidentielle est prévue pour fin 2020. » Et enfin, un militant de base affirme que Henri Konan Bédié est le président du PDCI, qui est un parti politique. Les propos qu'il avance s'adressent donc à ses militants. Pour ma part, j'attends une déclaration du président Ouattara, nous dit-il. On poursuit avec un autre sujet dans un autre journal. Fraternité Matin rappelle que le 16 juin dernier, dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme a organisé une cérémonie
Et le rapport d'enquête de cette ONG sur la situation des filles de maison en Côte d'Ivoire fait état de ce que leurs droits sont constamment violés dans la formation du contrat de travail ou pendant son exécution. Cela se traduit par le recours au travail des enfants et l'imprécision des tâches. On assiste aussi au non-respect des heures légales de travail et du SMIC, à quoi s'ajoutent les violences sexuelles, physiques et morales. On va revenir sur cette sordide affaire que relate l'hebdomadaire Allo Police. Herman Fulgence Nigna, un homme âgé de 41 ans, originaire de la Côte d'Ivoire et résident aux États-Unis, dans l'État du Texas, risque donc la peine de mort. En effet, l'homme qui bénéficie de la nationalité américaine a été mis aux arrêts mardi dernier dans la banlieue de Dallas. Il est accusé du meurtre de son épouse d'origine sénégalaise, Diosine Ndiaye, âgée de 39 ans. Il est donc poursuivi pour violence conjugale ayant conduit la mort de son épouse par étranglement en janvier dernier. Une bien triste affaire. On parle culture maintenant. Selon l'Inter, le vendredi 16 juin dernier, à l'occasion de la première édition du festival polyphonique dans l'auditorium de l'Institut français, les chansonniers et maîtres de la parole de Côte d'Ivoire ont donné de la voix, du rythme et de l'émotion. Du Djelia des Malinké au Tourou des Bété, en passant par le Saoba des Oué, là aussi des Ani et le tambour parleur des Baoulés ou des Bro. Les chansonniers et maîtres de la parole invités ont transporté le public dans l'univers de la musique vocale à la découverte des grands mythes fondateurs et des personnages de légende, avec des têtes d'affiche venues de grandes régions de la Côte d'Ivoire, notamment Soro Yadjourma de Siampourgo, les pleureuses Yugogo de Zéprégué, Oulaïro de Ponant, Touani Ofrititi de Crécréni et les chansonniers de Grand Bassam. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur de prononciation. On change de sujet maintenant avec l'Expression. C'est reparti pour une nouvelle édition du concours de la meilleure boutique mauritanienne de Côte d'Ivoire. Le promoteur de l'événement, Mohamed Brahim Ould Mohamed Lagdaf, a animé un point de presse pour dévoiler le contenu de l'événement. Alors, l'édition 2017 de Ramadan chez nous est prévue les 1er et 2e jours après l'observation du croissant lunaire marquant la fin du jeûne musulman. 3 artistes mauritaniens sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié. L'objectif est de permettre aux boutiquiers, aux fabricants et aux distributeurs de produits de grande consommation d'avoir une plateforme d'échange et de partage autour de leur activité commerciale. Alors on va revenir malheureusement sur le drame de Londres. Marco Cotardi et Gloria Trevisan, 27 ans tous les deux, étaient dans leur appartement lorsque la Grenfell Tower a pris feu, tuant au moins 50 personnes dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Le jeune couple d'Italiens s'était installé à Londres il y a 3 mois pour travailler. La jeune femme qui a contacté par téléphone sa famille durant l'incendie est rassurante au départ, persuadée que les pompiers parviendront à maîtriser le feu, puis ces appels deviennent de plus en plus alarmants. Et elle finira par dire, je la cite, « Maman, je me rends compte que je suis en train de mourir. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je m'en vais au ciel. Je vous aiderai de là-haut. » Et oui, un bien triste message. Le pays tout entier, c'est-à-dire l'Italie, est bouleversé par la disparition de ces 2 jeunes tout juste diplômés. On va finir sur une note un peu plus gaie, si possible, et ça se passe en France. C'est à 20h40 qu'a été célébré le mariage de Camille et Frédéric par la mairie de Nantes. La ville a inauguré vendredi dernier une nouvelle formule, le mariage nocturne, et c'est une première en France, il faut le souligner. 2 couples ont ainsi été unis officiellement à l'hôtel de ville à une heure tardive. D'habitude, donc, les mariages sont célébrés l'après-midi en semaine et toute la journée le samedi. Donc maintenant, on pourra se marier la nuit. Bon, vous le savez déjà, je tente d'officialiser l'union cathodique d'Eva et Marcelin, qui sont tous 2 des oiseaux de nuit. Peut-être que cette formule va leur convenir. Ils vont vous le dire. Moi, je vous dis à demain. Alors, Eva, Marcelin, mariage nocturne? Mariage qui dure. Mariage qui dure. Mariage nocturne, mariage qui dure. Même pendant les vacances, le mariage à se transporter. Merci beaucoup, Fatim. Nous direz-vous le nom de votre trublion dans quelques semaines, ou du moins, Eva et moi, nous allons l'annoncer. Parce que vous avez l'habitude de nous marier catholiquement, nous aussi. Catholiquement, on va vous donner le nom. Merci à vous, Fatim. Merci à vous également. Bon réveil à toutes et à tous. Merci de nous faire confiance pour vous réveiller. Vous savez que nous sommes dans la période des examens. Et puis, Eva et moi, nous sommes tombés sous le charme de Madame Monique Adjé, âgée de 60 ans, qui a eu le CEP. Qu'on a vu pendant le journal C'est trop intéressant. Franchement, on a adoré Madame Adjé, si vous voulez.
témoigner sur notre plateau, venir nous dire comment vous avez réussi. Vous êtes un modèle de réussite. Oui, hein. un modèle de réussite, de persévérance, d'abnégation. Donc, Madame Adjé, si vous nous regardez, on vous reçoit quand vous voulez, avec grand plaisir. Et franchement, les 91 points sont anecdotiques. Franchement, quand on sait d'où vous êtes parti pour arriver là, chapeau. À 60 ans. À 60 ans. Et que votre exemple serve de modèle à toutes et à tous. Ça tombe bien, nous avons resté dans la spirale, bien sûr, de tout ce qui est examen, avec, bien sûr, notre invitée, Madame Lorne Méliane. Elle est psychologue, elle va nous parler bien sûr de comment affronter sereinement les épreuves le jour de l'examen. On est tellement pressé de vous avoir qu'on a décidé de se passer de jingle. On va discuter directement avec vous. Ça va bien? Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous parlerons encore des examens. L'examen qui est une épreuve orale ou écrite qui permet de tester les connaissances d'un candidat. Il faut dire aussi que l'examen symbolise la plus grande demande de reconnaissance académique de reconnaissance académique et aussi de reconnaissance sociale auprès de ses pairs. Parce que le diplôme concrétise aussi l'entrée dans la vie sociale, professionnelle ou universitaire. Et le fait, l'individu déjà se construit à travers son propre regard, mais nous nous construisons aussi à travers le regard des autres. Donc, le fait d'être placé devant un autre jugement, l'individu qui va en examen demande donc de la reconnaissance et il demande aux examinateurs, aux correcteurs, voilà, de pouvoir l'évaluer. Et cela est source de stress. Certains, par exemple, vont perdre le contrôle, d'autres seront vraiment dans une situation de panique. Alors aujourd'hui, il est question de donner des éléments de réponse afin de passer l'examen sereinement. Donc, premièrement, nous allons parler des éléments de perturbation. Ensuite, nous allons parler des solutions. Et en troisième partie, nous allons donner quelques astuces pour bien affronter les épreuves le jour J. On vous écoute, allez-y. Alors, concernant les facteurs de perturbation, déjà, disons qu'il y a le stress. Voilà. Savoir que nous allons en oral déjà, la situation de être en direct vis-à-vis de l'examinateur, il n'y a pas de filet de protection. Et là, l'individu peut perdre ses moyens. Parce qu'il n'y a pas que la personnalité de l'individu qui sera testée, mais aussi son niveau de connaissance. Et en direct, je vais dire le résultat, on peut dire qu'il est donné en même temps, même si l'individu ne connaît pas sa note. C'est comme une émission en direct, hein, c'est la même chose, exactement. Et lorsque il s'agit de l'écrit, c'est un peu indifféré parce que vous allez composer, mais le résultat sera après, c'est avec la colonne que vous aurez. Et les éléments, concernant les autres éléments perturbateurs que nous pouvons citer aussi la panique le jour J de l'examen. Donc on peut être paniqué déjà en voyant peut-être le policier, la foule. On peut paniquer parce qu'on n'a pas bien préparé. On n'a pas bien préparé l'examen, on n'a pas soit bien révisé, parce qu'on n'a pas suivi comme il se devait les cours. On peut être paniqué parce qu'on manque de matériel. On peut être paniqué aussi parce que souvent, la veille de l'examen, certains aussi attendent qu'il y ait une fuite. Voilà, je vais dire de pétrole, donc ils sont accrochés à leur téléphone. Voilà. Ils attendent toujours que quelque chose sorte pour qu'ils s'agrippent jusqu'à la dernière minute. Ce sont aussi des sources vraiment de perturbation. Parlons des solutions. La première mauvaise solution, c'est la tricherie. Pourquoi? On a besoin que l'autre reconnaisse mes valeurs. Donc, en utilisant la tricherie, il faut dire qu'il ne s'agit plus de mes valeurs, il ne s'agit plus de mes capacités, mais c'est quelque chose que je suis en train d'usurper. Et cela est interdit parce que vous risquez l'emprisonnement. Et la seconde bonne solution, c'est la stratégie. Même pour quelqu'un qui va en guerre, il prévoit toujours à l'avance la stratégie. Ce n'est pas le jour J où on est confronté à quelque chose qu'on va penser à réagir. C'est vrai qu'on peut le faire, mais le mieux, c'est de toujours anticiper parce qu'on ne sait pas. Peut-être une question difficile à l'entame peut déjà nous paralyser ou jusqu'à la fin. La stratégie prend encore le temps de préparation et aussi du début des épreuves jusqu'à la fin. Concernant le troisième élément, c'est comment arriver à passer sereinement, en tout cas, les épreuves. Premier élément, il faut lire, relire les questions. Prendre le temps de bien réfléchir parce que c'est le dernier instant. Vous avez le temps, vous connaissez la durée de l'épreuve. Vous prenez le temps de rédiger sur votre feuille de brouillon, par exemple, les premières idées, prendre le temps de les classer par ordre de priorité. Quand ce sont des sujets de développement, par exemple, on peut choisir de réfléchir, on peut choisir, par exemple, de travailler en fonction de ce que les questions nous demandent. Par exemple, on va faire attention au libellé.
sur des éléments descriptifs. Est-ce qu'on nous demande d'expliquer, d'analyser, peu importe. Prendre le temps et de noter la réponse que lorsqu'on est bien sûr. On va prendre un exemple pour quelqu'un qui sait qu'il fait beaucoup d'erreurs, par exemple, qui prend le temps qui se connaît bien, qui prend le temps de rédiger entièrement le sujet sur son brouillon. Il va, par exemple, à 30 ou 45 minutes de la fin, commencer à rédiger sur sa feuille pour ne pas que le temps, voilà, lui fasse défaut. Ensuite, pour les questions à choix multiples, on peut décider, dès lecture de la première question, de choisir de répondre sans même regarder les autres réponses. Vous voyez, pour être sûr qu'en fonction de ce que je pense, j'aurai plus de facilité à retrouver la bonne réponse. Et pour ceux qui hésitent beaucoup, qui ont du mal à démarrer, vous pouvez aussi décider de respirer 20 à 30 secondes et puis revenir sur la matière. Vous remémorez ce que vous avez fait en classe, des exercices similaires, et puis revenir sur le sujet et continuer. Voilà, il faut toujours, en tout cas, travailler. Il ne faut jamais se dire que tout est perdu d'avance. Même quand on sait que tout est perdu d'avance, on peut bien sûr, on peut travailler en conséquence. On peut travailler en conséquence. On ne peut pas tout rattraper. Je veux dire, quand on n'est pas été, voilà, quand on n'a pas été un élève assidu en cours, qu'on se retrouve avec 7 de moyenne en fin d'année en terminale. Voilà. C'est comme on dit, quand on n'avait pas pu gérer 100 000, on ne peut pas vous confier 1 million. Exactement. Exactement. Donc il faut bosser quand même, il faut aller jusqu'au bout quand même. Il faut toujours donner oui. C'est l'autre qui va décider de ce que vous valez. Il n'est pas question de baisser les bras déjà. C'est l'autre qui permet de vous juger. Un exemple concret, la dame qui a 60 ans, qui a eu le CEP, est-ce qu'elle a un certain avantage par rapport au stress, à son expérience, tout ça? Est-ce que ça, c'est un avantage, même si le niveau n'était pas également le même que les autres? C'est un avantage, surtout qu'elle a, je crois, 60 ans. 60 ans. Voilà, donc elle a de l'expérience. Je veux dire, elle a pu travailler, gérer un foyer, des enfants. Sereinement par rapport peut-être à des nouveaux, à des personnes qui n'ont pas d'expérience. Elle a pu travailler sereinement et c'est un atout. Voilà. Et si vous le permettez, j'aimerais souligner, j'aimerais dire à tous ceux qui doivent passer les examens que, quoi que soit la situation, nous avons en nous les moyens de disposer d'un bon climat favorable pour nous permettre de réussir les examens. Voilà, il y en a qui prennent du sucre avant, c'est conseillé? Oui, c'est conseillé. Pour ceux qui stressent beaucoup, le sucre est vraiment conseillé. Voilà, tant que c'est une substance licite, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas prendre de café noir ou d'excitant pour utiliser. Ce sont des choses vraiment à proscrire. Et parfois, on peut être le premier de la classe et puis arriver là. Et puis il y a un burn-out, comme on dit. C'est ça, non, le burn-out? On oublie tout. Je ne sais pas, c'est quoi? C'est une fragilité? Ça dénote de quoi? Quand on est... Pas forcément de la sorcellerie, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, le stress, c'est une réaction normale. C'est une réaction normale. C'est une réaction physiologique normale. Voilà. Le stress peut se manifester de différentes manières. Donc, c'est quitte à l'individu maintenant de trouver les ressources nécessaires pour repartir. Parce que, imaginez un seul instant, si tout est bloqué, je vais dire, on se dit que c'est la catastrophe. Donc, il doit se dire qu'il doit prendre le temps de repartir. S'il veut, il peut rire, pour se détendre, faire autre chose, mais revenir, parce que c'est très important. La réalisatrice me dit de vous demander, et le DECAPI, est-ce que c'est homologué, est-ce que c'est conseillé? Non, le DECAPI n'est pas conseillé, parce que le DECAPI, à la suite, on explique rapidement pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. On peut avoir un surménage, ce n'est pas conseillé, parce que le temps de sommeil, pour la préparation, il faut dire aussi que physiquement, le temps de préparation, concernant le sommeil, la nourriture, tout cela contribue. Il n'y a pas seulement la préparation intellectuelle. Voilà, pour bien passer un examen, toutes ces choses sont bonnes à prendre. Mais on va pas occulter. J'ai parlé de sorcellerie, vous avez rigolé. On ne va pas occulter ça non plus, on est en Afrique. Donc, confiez vos examens à Dieu, quelle que soit votre religion. Il faut prier avant d'y aller parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous parlez d'expérience, mais non, du tout, ils sont vaincus. Mais je veux dire, non, mais ça arrive que dans des familles, on ne veuille pas que, voilà. Donc, faut confier son examen. Vous apprenez des choses, hein, ah oui. C'est enfin. Pourtant, vous avez un côté... Oui, non, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Très bien, merci beaucoup. Lord Méliane, ne vous inquiétez pas, Béoumi vous aime bien. Ah oui, je fais un bisou à tout le monde à Béoumi. On va souhaiter... ah oui, félicitations à mademoiselle Amagovei pour... pardon?
Oui, et qui vous a donné ces informations-là? C'est vous. OK. Pour son admission au CEP, c'est votre fille. Ah d'accord, il paraît. Ben, voilà qui a eu son CEP. Oui. Félicitations, merci à vous. Hein. Merci, on vous retrouvera sûrement mardi prochain. Et puis avant la fin, il faut qu'on fasse également une émission pour accepter l'échec. Parce que évidemment, on souhaite bonne chance à tous nos téléspectateurs, mais on est conscient que tous ne réussiront pas leurs examens. Et certains peuvent tomber dans des dépressions et tout, le tout d'expliquer que ce n'est pas la fin du monde, il faut repartir du bon pied. Il ne faut pas accuser quelqu'un qui est au village qui veut étudier. L'échec aussi fait partie de la vie. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Dernière ligne droite de cette émission, Eva, avec maintenant notre invité pour la thématique. Les mardis, vous savez, on parle de droit. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Abané, donc vous le savez, présidente de la Chambre immobilière, Madame Blanche Abané, présidente de la Chambre immobilière, avec laquelle nous allons parler de problèmes de logement. Quel recours? Acte 2. Adama Kwasi Yaya habitait avec sa femme et ses 2 enfants dans une maison de 2 pièces dans la commune de Yopougon. Un beau jour, il a été expulsé de cette maison parce que le frère de son bailleur venait d'Europe et devait occuper la dite maison. Un jour comme ça, le propriétaire il arrive, il me dit qu'il y a son frère qui est arrivé, qui doit occuper la maison. Et là, il faut que je quitte. Donc, je lui ai dit, je fais comment? Parce que à Abidjan, on ne gagne pas les maisons facilement. On était toujours en train de se parler, puis ça devenait un peu des histoires. Donc, j'ai décidé de venir en famille, venir vivre en famille, le temps de pouvoir trouver notre maison. N'ayant pas de recours et surtout pas la force de lutter contre le propriétaire de la maison, la famille Kwasi s'est résignée à quitter son havre de paix pour retourner vivre chez Papa Kwasi. Niali, quant à lui, est propriétaire de plusieurs maisons dans la commune de Marcory. Ce matin, il s'est rendu au tribunal d'Abidjan Plateau pour régler des différends entre lui et ses locataires. Depuis des mois, ceux-ci ne payent pas les frais de location habitat. Je suis là ce matin parce que j'ai des locataires qui ne s'acquittent pas convenablement de leur loyer. Donc, fatigué de toujours me tourner en rond, là, je suis venu saisir le tribunal pour une action en expulsion. Il y a certains qui doivent plus de 4 mois, d'autres plus de 8 mois. On est vraiment confronté à ce genre de problème-là. Il y en a qui doivent plusieurs mois, d'autres 3 mois, font des difficultés. Bon, nous, ça nous cause d'énormes désagréments. Au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, il existe un bureau spécialisé dans le règlement des litiges entre bailleurs et locataires. Et pour cet administrateur principal des greffes et parquets, le quotidien du bureau est rythmé par de nombreuses plaintes et la majorité des cas enregistrés foulent au pied tout simplement les règles qui régissent la loi sur l'immobilier. En grande partie, il y a les expulsions. Et après ça, c'est le déguerpissement. Ce que je voulais dire aux frères ivoiriens, c'est surtout d'essayer de connaître leurs droits. Parce que en expulsion, par exemple, il y a des gens qui confondent ce qu'on appelle la caution et puis l'avance. Quand il vient, il défend et dit non, moi j'ai payé 3 mois de caution, bon, mais ça fait, j'ai encore mes 3 mois de caution et puis il dit que je n'ai pas payé sa maison. Or, mon argent est chez lui. La caution n'est pas un loyer. De deux, il faudra que les gens essaient de voir la justice quand ils sentent qu'ils sont dans leurs droits. L'urbanisation galopante de la ville d'Abidjan entraîne des besoins de logement de plus en plus croissants. Par conséquent, le secteur devient sensible et entraîne des problèmes récurrents entre bailleurs et locataires. Une situation fâcheuse qui se règle très souvent entre les parties dont la douleur soit au détriment du bailleur ou du locataire. En somme, la loi du plus fort. En somme, la loi du plus fort. Madame Abané Esso-Blanche, bonjour. Bonjour, madame. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. On rappelle que vous êtes juge, vice-présidente du tribunal d'Abidjan et également présidente de la Chambre immobilière. Première question, est-ce qu'il y a beaucoup de litiges comme ça, immobiliers, qui se retrouvent devant les tribunaux? Oui, la Chambre immobilière du tribunal d'Abidjan est la chambre la plus chargée, la plus sollicitée, oui, en termes de nombre, de quantité d'affaires. C'est la chambre la plus enfin, on va dire la plus chargée. Et nous disons même qu'elle est un peu sinistrée. Généralement, quand ils viennent, c'est pour un terrain, c'est pour un logement? En général, c'est logement et terrain. Donc, mais c'est des cas d'expulsion, en fait. C'est des cas d'expulsion. On saisit la chambre immobilière parce qu'on veut expulser un locataire.
on saisit la chambre immobilière parce que le locataire estime que le propriétaire n'a pas le droit de l'expulser. On saisit la chambre immobilière parce qu'on estime qu'on a un terrain et que quelqu'un occupe abusivement le terrain. Donc on veut faire déguerpir cette personne ou quelqu'un a construit sur notre terrain. On veut donc démolir ces constructions-là. Voici un peu les demandes que nous avons à la chambre immobilière. Alors, avant de s'étendre un peu sur les motifs d'expulsion et comment ça devrait se passer, en France, par exemple, pendant l'hiver, il y a la trêve hivernale où il est interdit d'expulser des locataires, même quand ils sont en tort et qu'ils ne paient pas. Là, par exemple, on est en pleine saison des pluies. Est-ce que c'est possible pour un propriétaire d'expulser un locataire maintenant? Oui, la loi ne prévoit pas ça, mais le juge, le juge voit les conditions. Donc, il arrive qu'un juge puisse faire différer l'application de sa décision. En général, le motif que nous utilisons pour faire différer l'application, c'est par exemple la scolarité des enfants. Quand quelqu'un habite dans une maison et qu'il a scolarisé ses enfants aux alentours de cette maison-là, si on ordonne son expulsion au mois de mai ou au mois de février, le juge mettra dans sa décision que cette décision-là va prendre effet à compter, par exemple, des vacances scolaires, du début des vacances scolaires. C'est en général le motif que nous utilisons pour faire différer les décisions d'expulsion. Alors, Madame la Présidente, expliquez-nous alors concrètement comment se met en marche la procédure, mais le processus, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, d'expulsion. Que ce soit pour un terrain et après pour une maison. D'accord, on va commencer par la maison. Quand, comme on l'a dit, l'expulsion intervient dans le cas d'un contrat de bail. Donc, s'agissant des maisons, l'expulsion intervient dans le cas d'un contrat de bail. Donc, dans ce contrat-là, chacun stipule. Le propriétaire a des obligations, le locataire également a des obligations. Donc, le propriétaire, en échange des locaux qu'il met à votre disposition, le locataire a une obligation principale qui est celle de payer le loyer. Donc, quand vous payez le loyer, normalement, on ne devrait pas parler d'expulsion. Mais je vous ai expliqué la semaine dernière que le législateur a quand même prévu des cas où on peut quand même vous expulser quand vous êtes bon locataire. Mais quand vous ne payez pas le local qu'on vous a donné à usage d'habitation, je parle bien du local à usage d'habitation parce qu'il y a les contrats aussi à usage commercial. Donc, nous parlons du contrat à usage d'habitation. Quand vous ne payez pas le loyer, un seul loyer, le législateur dit qu'un seul loyer suffit pour vous pour vous expulser. Donc, celui qui veut vous expulser, le bailleur vous dit « je veux vous expulser », vous pouvez partir volontairement. Si vous partez volontairement, il n'y a pas de litige. Mais si vous ne partez pas, dans ce cas-là, le bailleur va saisir le juge qu'on appelle la chambre immobilière. Et le bailleur va d'abord apporter la preuve que vous êtes lié par un contrat de bail. Parce que si vous avez logé votre frère, c'est des cas qu'on a très souvent. Vous avez une maison, vous avez logé votre frère et maintenant vous voulez faire partie de votre frère. Vous saisissez le juge, vous dites je veux faire expulser mon frère. Ben nous, on va vous débouter, c'est-à-dire qu'on va rejeter votre demande parce qu'on dira que vous n'étiez pas lié par un contrat de bail. Donc, devant le juge, le bailleur devra rapporter la preuve qu'il est lié à cette personne qui veut expulser là, par un contrat de bail. C'est la première condition. Le contrat de bail peut être écrit en matière d'habitation comme il peut être verbal. Mais quand il est verbal, c'est plus difficile parce que vous devez rapporter la preuve que le loyer, c'était 100 000, etc. Donc, quand le bailleur rapporte cette preuve-là qu'il y a un contrat, il rapporte également la preuve que le locataire n'a pas payé un mois. Et nous l'expulsons. Alors, est-ce que ce n'est pas plus facile, justement, quand il n'y a pas de contrat de bail, d'expulser le fameux locataire? Non, parce que la loi dit les locaux à usage d'habitation, le législateur dit ça peut être écrit comme verbal. Donc, le législateur ne sanctionne pas le fait que ce ne soit pas écrit. Seulement, quand ce n'est pas écrit, vous devez rapporter la preuve du montant des loyers. Donc, si vous avez, chaque fois, vous payez des reçus, voilà. Et c'est ce qui manque généralement aux justiciables qui saisissent les tribunaux. Si vous avez des reçus, vous produisez les reçus de loyer et nous prenons cela comme le loyer. Parce que si vous avez perçu 100 000 francs, etc., c'est pour ça qu'en général, on conseillerait aux gens de marquer, de matérialiser leur consentement par écrit. Là, tout le monde sait comment il faut, voilà. Oui. Donc ça, c'est dans le cas de l'expulsion d'une maison. Mais je veux dire que le propriétaire ne peut pas également venir
et puis prendre de gros bras, comme on le dit, et vous mettre dehors parce que vous ne payez pas. C'est son droit de vous expulser, mais l'expulsion ne se fait pas par les gros bras. Si vous voulez expulser quelqu'un, vous saisissez le juge et le juge ordonne l'expulsion. Il permet également au locataire de se défendre. Donc le locataire qu'on veut expulser peut venir également à l'audience et puis se défendre pour dire ah, non, 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 moi j'ai fait des travaux par exemple. Il m'a autorisé à faire des travaux, il a donné son consentement pour défalquer. Donc le locataire, il vient et puis il se défend et à la fin, nous ordonnons ou bien nous refusons l'expulsion. Ça, c'est quand c'est une maison à usage d'habitation. Maintenant, quand vous voulez, vous avez un terrain, vous êtes propriétaire du terrain. Excusez-moi, est-ce que avant de passer au terrain, est-ce qu'on ne peut pas faire une transition à usage commercial, par exemple? Bon, à usage commercial, c'est vrai que j'ai fait le tribunal du commerce, mais la chambre immobilière du tribunal de première instance d'Abidjan connaît des litiges, on va dire civil en griffe, hein, qui met en relation une personne qui n'est pas commerçante, mais nous appliquons également le droit commercial parce que moi, si je loue ma maison à une société, si je veux faire partie de la société, je saisis le tribunal d'Abidjan également, j'ai le choix. Donc, à usage commercial, vous devez donner un préavis de 6 mois. De 6 mois, donc, au commerçant, on va dire comme ça, qui est dans votre local. Et si à la fin de ces 6 mois-là, le commerçant ne part pas, vous saisissez le tribunal d'Abidjan ou le tribunal de commerce qui va donc procéder à l'expulsion de cette personne. Mais je voudrais surtout préciser que quand vous prenez un local à bail, il y a la nature, vous ne devez pas dénaturer le local. Si vous avez pris le local à usage d'habitation, on y habite exclusivement. C'est ça. On y habite exclusivement. On ne voit même pas de l'eau ou des jus? Non, non. Et ça, c'est un motif, par exemple, pour le bailleur pour vous expulser. Voilà, donc la nature, vous ne devez pas dénaturer, c'est une des obligations du locataire, il ne doit pas dénaturer on peut même pas vendre de la glace, frigo. Non, c'est un commerce parce que c'est achat-vente. Voilà, donc c'est un commerce. Vous avez pris à usage d'habitation, ça reste à usage d'habitation. Sauf si le bailleur donne son consentement, auquel cas la nature du contrat change. Ça peut être un contrat mixte où vous logez dans une partie de la maison et puis vous faites un commerce également. Mais c'est avec le consentement du locataire, du bailleur. Si vous avez changé la nature, nous, on va vous expulser. Et vice-versa, quand c'est à usage donc, commercial, on ne peut pas... Mais bien sûr, c'est ça. On ne peut pas. La nature également. Si le bailleur rapporte la preuve qu'attention, je louais ma maison à une société, mais la société en a fait ses habitations, loge ses employés là également, on dira que la société a dénaturé le contrat, l'objet du contrat, et donc on constatera et puis on va... Voilà. Pardon, toujours bail à usage d'habitation. Oui. La sous-location, en Côte d'Ivoire, qu'en est-il? La sous-location interdite, c'est le principe. Maintenant, le bailleur, vous pouvez, par exemple, un locataire ne doit pas sous-louer les locaux qu'il a pris à bail. Maintenant, s'il a de bons rapports avec son bailleur, il peut dire, par exemple, à son bailleur, je veux garder le local, mais je vais pour 6 mois, etc. Mais comme je vais revenir, je veux sous-louer ça à quelqu'un, et puis quand je reviens, je prends. S'il a de bons rapports, le bailleur... donne son accord, donne son consentement. Ça fait l'objet d'une dérogation? Oui, bien sûr, le bailleur a accepté. Donc, puisque je vous dis que le contrat de bail, c'est un accord de volonté. Et puisque c'est un accord de volonté, dès l'instant où le bailleur donne son... Voilà, mais si le bailleur n'est pas informé et que, de passage, il découvre que ce n'est plus vous qui êtes dans la maison, il pose des questions, il se rend compte que vous avez sous-loué la maison, ben, c'est un motif également d'expulsion. Alors, les Ivoiriens nous attendent également dans notre conversation ce matin avec vous sur les terrains. Mon Dieu, il y en a tellement de cas et il y a parfois des interventions, on l'a dit la semaine dernière, des interventions assez louches. Assez louches. Hein. Il y a certaines mains occultes, bien placées, mal placées, en tout cas qui faussent les choses. Comment se déclenche la procédure d'expulsion d'un terrain? Surtout lorsque les deux parties ont des papiers vraiment similaires et qui sont légaux, apparemment. D'accord. Je vous ai dit que avant la loi, avant l'ordonnance de 2013, pour être propriétaire d'un terrain, c'est un certificat de propriété. Donc, vous êtes propriétaire du terrain quand vous avez le certificat de propriété. Après à partir de juillet 2013, c'est l'arrêté de concession définitive qui fait de vous le propriétaire du terrain. L'ACD, voilà, l'ACD. Maintenant, c'est-à-dire avant 2013, avant d'obtenir le certificat de propriété, vous pouviez avoir une lettre d'attribution
qui est un titre délivré par l'État, par le biais du ministère de la Construction, qui vous attribue le terrain, mais qui ne fait pas de vous le propriétaire. Les mots sont à leur place, donc une lettre d'attribution. Et puis après, l'État vous concède la propriété du terrain par l'arrêté de concession provisoire, mais à titre provisoire. Et après, l'État vous donne le certificat de propriété. Donc, si vous avez un terrain et que sur le terrain, vous avez une lettre d'attribution, mais vous êtes resté au stade de la lettre d'attribution et qu'une autre personne qui a également une lettre d'attribution a continué la procédure au point où elle a obtenu l'ACD ou le certificat de propriété, c'est à votre grande dame qu'on va vous expulser, on va vous déguerpir. C'est-à-dire que si cette personne, bien que vous soyez, si vous ayez occupé le terrain peut-être depuis 2000, on va dire, et que cette personne en 2009 est devenue titulaire d'un certificat de propriété, il va saisir la chambre immobilière, on va constater qu'il est propriétaire parce que vous, avec votre lettre d'attribution, vous n'êtes qu'attributaire. Donc, nous, on va constater qu'il est propriétaire et puis on va ordonner votre déguerpissement. Vous qui avez un titre, c'est vrai, mais un titre précaire. La lettre d'attribution est un titre précaire. L'administration vous dit simplement, on vous attribue ça, mais il faut continuer. Maintenant, à partir de 2013, où l'arrêté de concession définitive est intervenu, il n'y a plus de lettre d'attribution. Donc, si vous avez directement un arrêté de concession provisoire et que par extraordinaire, une autre personne également a un arrêté de concession définitive sur le même terrain, vous saisissez le juge de la chambre immobilière, le juge va constater qu'il y a 2 titres de même valeur sur la parcelle. Mais il y a un qui occupe forcément la parcelle et l'autre ne l'occupe pas. Donc, le juge va prendre une décision d'attente pour vous dire, OK, d'accord, comme le juge ne peut pas annuler ces titres-là, qui sont des titres administratifs, le juge va dire, saisissez la chambre administrative de la Cour suprême, après avoir fait un recours gracieux, évidemment, c'est-à-dire devant ceux qui ont délivré les ACD, là, et quand la chambre administrative va annuler un des titres, nous, on va déguerpir celui dont le titre a été annulé. Alors, vous avez dit 6 pas extraordinaires. Est-ce à dire que ce sont des cas qui se présentent de plus en plus rarement? Oui, je veux dire que, on va dire, s'il y a 100 dossiers, vous allez trouver peut-être 2 ou 3 dossiers dans lesquels 2 personnes ont des titres sûrs. Maintenant, je voulais faire une brèche pour parler des attestations villageoises. Voilà, les coutumières, parfois. Voilà, c'est ça, les attestations de propriété coutumière. Ces attestations-là n'ont aucune valeur en droit. Seigneur. Voilà, ces attestations n'ont aucune valeur en droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez, nous parlons bien des terrains en zone urbaine, hein, c'est-à-dire des terrains en ville. Donc, les attestations villageoises ou les attestations de propriété coutumière n'ont aucune valeur. Vous ne pouvez pas venir devant le juge de la chambre immobilière avec une attestation villageoise et puis dire au juge, voilà, j'ai un terrain, voici le document que j'ai sur le terrain, mais quelqu'un a occupé le terrain. Donc, je veux que vous ordonniez son déguerpissement. Le juge va dire non, vous n'avez pas justifié de droit sur la... Quand on vous écoute, bon, on se dit que tout est clair, mais dans la réalité des faits, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens dans ce pays, nous sommes la Côte d'Ivoire, qui ont une simple attestation coutumière et qui font déguerpir des gens qui ont toute la nomenclature, qui ont des ACD, pour parler comme les Ivoiriens, des derniers cris d'ACD, qui ont tous les papiers. Et c'est monnaie courante, ça n'émeut personne. Est-ce que vous êtes victime de tensions? Est-ce qu'on vous menace? Ou bien il y a des mains occultes qui vous... Au tribunal, non. Les Ivoiriens veulent savoir. Non. Ce que je veux dire... La personne l'a peut-être fait, mais en dehors du tribunal. C'est-à-dire une personne qui a une attestation de propriété coutumière, une attestation villageoise, on va dire, ne peut pas rester sur un terrain là où elle est en conflit avec une autre qui a un arrêté de concession définitive. C'est pour ça que la justice est là. Cette personne qui a l'arrêté de concession définitive, là, saisit le juge. Nous ordonnons non seulement le déguerpissement, mais la démolition des constructions. Quel que soit le nom. Quel que soit le nom. Et c'est l'exécution. Nous ne faisons que rendre des décisions, mais il y a d'autres magistrats qui appliquent. Voilà. Et donc, vous allez utiliser la force publique, parce que sur nos décisions, il y a la formule exécutoire qui permet de vous faire assister. Je pense que c'est une méconnaissance, en fait, des procédures. Sinon, il y a plein de personnes qui n'ont pas de, qui n'ont pas de tuteur, qui n'ont pas de main occulte, mais qui arrivent à se faire justice et nous recevons beaucoup de remerciements. Oui, bien sûr. Est-ce que justement le justiciable, en se disant, mais moi je ne connais personne, je n'ai pas des parents haut placés, donc tout de suite on se sent impuissant, on a peur même d'aller en justice, bien qu'on soit dans sa raison. Il faut venir. De peur des représailles. Il faut venir et puis demain vous pourrez par exemple dire, j'avais personne,
j'ai saisi le tribunal, mais j'ai obtenu gain de cause. Quelle garantie vous donnez aux Ivoiriens d'aller se présenter, d'avoir la sécurité, d'avoir une justice vraiment équitable qui va leur donner raison, même quand ils n'ont rien? C'est ce que je vous dis. Que les justiciables saisissent les tribunaux. C'est l'objet de ces émissions, je pense. Les justiciables doivent saisir les tribunaux. Il y a, par exemple, au sein du ministère de la Justice, un service qui a été créé. Les justiciables doivent saisir les tribunaux et puis voir les décisions qui vont être rendues. S'ils ne sont pas satisfaits, ben, ils peuvent le signaler et on les aidera à faire exécuter les décisions qu'ils auront obtenues. Vous n'avez jamais reçu d'appel dans les exercices de vos fonctions? Vous n'avez jamais reçu d'appel tendant à infléchir une décision par rapport à un bien donné? Ça, c'est une question, je veux dire, dans tous les services. Je ne ferai pas, je veux dire, je ne dirai pas non. Mais je veux dire que les magistrats ont été formés. Et maintenant, il y a la personnalité de chaque magistrat. Donc, ça dépend de chaque magistrat, ce qui est interdit dans notre profession. Mais chaque magistrat a sa conscience, chaque magistrat a la déontologie qu'il doit appliquer, il a sa conscience et il a la morale également. Donc, voilà, et il a également les sanctions. Donc, ça veut dire qu'il y a des magistrats? Voilà, donc il a également les sanctions, monsieur, il a également les sanctions. Chez les magistrats, on ne publie pas, je veux dire, on ne fait pas de publicité autour, mais chaque année, des magistrats sont sanctionnés. D'accord. Voilà, comme ça rassure. Oui, bien sûr. Ça rassure. Donc, les magistrats sont sanctionnés. Alors, il y a également certaines personnes qui construisent des baraques sur des terrains nus. Oui, bien donc, sûr. parce que le propriétaire n'a peut-être pas les moyens tout de suite de mettre le terrain en valeur. En tout cas, il lui appartient, il a tous les papiers, l'ACD, tout ce que vous voulez. Mais on a des campements de personnes qui viennent, qui s'y établissent. Et pour les déguerpir, après, ça pose tout un problème. Ça pose un problème parce que ces personnes-là qui sont détenteurs de titres sur ces terrains ne saisissent pas le tribunal. Je le dis parce que de plus en plus, vous viendrez les lundis, c'est au moins 90 dossiers qu'on vide de déguerpissement et d'expulsion. Vous avez un terrain, la loi ne vous fait pas obligation. Avant, oui, quand vous avez une lettre d'attribution, vous avez l'obligation de mettre le terrain en valeur dans un délai de 2 ans. Mais maintenant, avec l'arrêté de concession définitive, vous êtes propriétaire. Si vous n'avez pas les moyens pour mettre en valeur votre terrain, la loi vous demande quand même de sécuriser votre terrain. Maintenant, si, en faisant une clôture, voilà, c'est obligatoire. Vous sécurisez votre terrain. Maintenant, si malgré, vous pouvez avoir fait la clôture, quelqu'un peut casser, c'est des choses qu'on a vues, et puis installer des baraquements dedans. Donc, si cette personne-là a installé ce baraquement-là dedans, vous saisissez encore, comme je le dis, la chambre immobilière, vous rapportez la preuve de vos titres sur le terrain, nous ordonnons le déguerpissement et la démolition. Et la démolition se fait. Alors, madame, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet, la location de terrain. On ne vend plus, on loue pour un certain nombre d'années. Quel est votre regard dessus et comment c'est réglementé tout ça à votre niveau? Oui, c'est réglementé, c'est-à-dire ça dépend. Hein. Nous parlons de la zone urbaine. Je suis propriétaire d'un terrain. Quand je dis propriétaire, j'ai un titre de propriété sur ce terrain. Je suis libre de louer mon terrain. Maintenant, je peux louer mon terrain simplement en location. Je peux faire juste un contrat de bail simple. Quelqu'un vient, il occupe mon terrain, il utilise ça comme entrepôt, etc. Il me paye des loyers, ça se fait. On fait un contrat, on fait légaliser le contrat, etc. Maintenant, je peux également demander à quelqu'un de construire sur mon terrain pour moi. C'est-à-dire des constructions qui demain vont me revenir. Ce qu'on appelle un bail à construction. C'est-à-dire j'ai un terrain mais je n'ai pas de moyens, je vous loue le terrain. Mais le prix, le loyer, en fait, c'est les constructions que vous faites. Et on stipule dans le contrat qu'au bout de 10 ans, vous aurez fini de payer, vous aurez fini de récupérer la mise. Et donc, les maisons qui sont là-dessus vont me revenir. Pardon, je n'ai pas bien compris. J'ai un terrain que je n'ai pas les moyens de mettre en valeur et d'exploiter. Quelqu'un vient et... Vous m'appelez, je viens. Voilà, Marco, par exemple, vient et il construit sur mais mon avec terrain. Votre accord. Avec mon accord. Bien il sûr, construit, il construit. Et après, les constructions me reviennent. Oui, bien sûr. C'est ce que vous aurez convenu. C'est un contrat. Lui, qu'est-ce qu'il gagne finalement? Mais puisqu'il a exploité votre terrain, les constructions, là, il exploite pendant 10 ans ou pendant 15 ans. Donc, il peut mettre une société dans les constructions. Il peut, si c'est des appartements, il met des locataires dedans. Il encaisse les loyers. Donc, il se paye sur... Il aura amorti. Voilà. Mais tout ça, c'est une convention. Surtout le bail à construction, il faut forcément un écrit. Ça ne se fait pas verbalement. Parce que si vous venez devant le juge, que vous parlez de bail à construction, qu'il n'y a pas d'écrit, ben nous, on va vous débouter, c'est-à-dire qu'on va rejeter votre demande. À vous écouter, Madame la Présidente, on a l'impression que les Ivoiriens sont beaucoup négligents sur ces histoires. Je suis d'accord avec vous.
Je n'ose pas le dire, mais je suis d'accord. Et puis, il faut traîner tous les papiers. Voilà, il y a des personnes qui ont des lettres, je dirais pas, je veux dire, c'est avec un peu de douleur. Non, c'est pas confiance, de plus en plus. Je veux dire, quelquefois, on rend des décisions, mais nous sommes des humains. C'est avec vraiment un peu de peine au cœur que nous rendons ces décisions. Vous voyez quelqu'un qui a une lettre d'attribution sur le terrain depuis 20 ans, qui n'a rien fait du tout, qui est resté là, qui a occupé le terrain, qui n'a rien fait du tout, et puis quelqu'un d'autre qui est plus aguerri ou plus averti, qui passe derrière et qui obtient un certificat de propriété ou un ACD. Et puis nous sommes obligés, d'expulser cette personne-là. Parce que la loi, c'est la loi. Parce que la loi, c'est la loi. Puisque le principe, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, nous sommes obligés d'appliquer et de déguerpir cette personne. Il y a une question d'un téléspectateur. Il y a une certaine communauté qui est très favorisée dans ces histoires immobilières. Bon, je ne vais pas dire ça. Il y a une certaine communauté, on va dire ça comme ça, qui est très favorisée dans tout ce qui est litige immobilier. Ils ont toujours raison, les membres de cette communauté. Bon. Question. Oui, mais bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis magistrat, je parle avec des preuves, des statistiques. Vous me donnez 10 litiges de ces personnes-là, dont je ne sais pas de qui il s'agit. Et puis, vous dites que sur les 10 litiges, bon, la personne a eu raison. Et puis, je dis qu'il y a une inspection chez nous. En ce moment, nous sommes en inspection. Les inspecteurs sont là. Donc, je veux dire que le juge ne se lève pas comme ça pour donner raison. Vous pouvez donner raison peut-être à une personne, une fois, en passant entre les mailles des filets, mais vous ne pourrez pas donner raison 10 fois. Voilà, vous ne pourrez pas donner raison 10 fois. Ça peut arriver. Le juge peut se tromper aussi. D'accord. Voilà. Ah oui, ça peut arriver. Alors, est-ce que les problèmes d'héritage, notamment immobilier, est-ce qu'ils se règlent chez vous? Bien sûr. Quand quelqu'un a un terrain, il est propriétaire d'un terrain ou il est propriétaire d'une maison, et puis il décède, ses ayants droit, ses héritiers, on va dire comme ça, viennent avec le document du juge des tutelles qui fait d'eux les héritiers, et puis ils deviennent propriétaires, mais individus, ils sont tous propriétaires. Parce que bien souvent, il y a des problèmes. Il y a l'aîné, par exemple, qui veut vendre la maison. On a plein de litiges, donc ils viennent, et quand ils ne s'entendent pas, on nomme quelqu'un pour gérer la maison. Ah, d'accord. Comme c'est le cas dans bien des parcelles à Abidjan et dans sa périphérie. Exactement. Merci beaucoup, Madame Blanche Abané-Esso, pour toutes vos explications et vos éclairages. J'espère que vous en savez désormais plus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère de la Justice est à votre disposition, notamment la Chambre immobilière, pour tout ce qui est litige immobilier. Il ne faut pas avoir peur de s'y rendre et réclamer justice. Merci encore une fois. Merci, Marco. Merci à vous, Eva. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y a l'inspection des magistrats. Donc, vous pouvez faire confiance à la justice de notre pays qui travaille pour s'améliorer et pour que les justiciables soient toujours au fait et surtout très, très bien informés. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas également le compte à rebours a commencé pour la francophonie, les Jeux de la francophonie. 8e jeu, c'est à partir du 21. On va s'amuser, on va parler français dans toutes les déclinaisons. On va parler nouchi aussi, qui est dérivé aussi du français, pourquoi pas. Montrer un peu comment la Côte d'Ivoire sait recevoir, comment la Côte d'Ivoire est hospitalière, à l'image de ces matins plein de bonheur. Allez, bon après-midi, bonne journée et surtout restez sur RTI1.